Alors, rebonjour tout le monde. On revient avec le colloque Astrophotographie 2024, section après-midi. Donc, comme première présentation cet après-midi, on a la chance d'avoir Thomas Collin qui va nous présenter l'évolution du télescope SeaStar. Thomas est un astronome amateur depuis l'âge d'environ 4 ans. Je t'ai pour dire depuis 4 ans, là, mais c'est depuis l'âge de 4 ans. Il a toujours été intéressé par tout ce qu'il y a dans le ciel, la conquête spatiale. Il a fabriqué 7 télescopes, il a aidé à fonder le club Sirius au Saguenay et a été responsable du club Jupiter de Trois-Rivières pendant plusieurs années. Il se spécialise dans l'astronomie à petit budget. Depuis une douzaine d'années, il donne des conférences dans les écoles et participe au camp d'astronomie pour les jeunes à Port-au-Surmont. Depuis un an, il a un SeaStar S50 et il a déjà photographié une centaine d'objets avec. Alors, Thomas, la parole est à toi. On te laisse pour ta présentation. Donc, 50 minutes de présentation, 10 minutes pour les questions. Alors, à toi. OK, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, ben on va essayer d'arranger ça. Attends une minute. Thomas, Oui. c'est bon. Alors, essaye donc, Thomas, là. OK, là, est-ce que vous m'entendez bien? De mieux en mieux. Oui. Ça serait peut-être le fun que la caméra soit pointée sur la salle, que je vois à qui je parle. Ça, je sais pas si c'est possible. C'est correct. Bon, c'est tout automatisé. On ne peut plus rien faire. Il faudrait au minimum en restreindre à un. OK, c'est beau ça. Bon, ben moi, je vous ai parlé l'année passée du Sea-Star. Je venais de le recevoir. C'est un télescope qui est entièrement automatisé. Il y en avait déjà quelques-uns sur le marché. On va en parler un petit peu tantôt. Mais le Seastar avait l'avantage qui était fait par une compagnie très connue, la compagnie Zuo, qu'on connaissait déjà leurs produits. On savait déjà que leurs produits étaient très bons. Les caméras sont très bonnes. Et en fait, quand ils ont commencé à sortir des caméras, ils ont comme pris le marché assez rapidement parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Il y en a quelques-unes qui sont assez bonnes aussi dans les autres, mais Zuo a pris une très grosse place rapidement, puis a toujours donné un bon service. Fait que quand ils ont décidé de sortir un télescope comme ça, en plus à un prix très bas, ben j'en ai commandé un tout de suite. J'ai dit, pour s'amuser, on va voir qu'est-ce que ça peut faire. Au prix que ça se vendait, il n'y avait pas grand risque. Les autres télescopes du même genre sont très, très chers. Fait qu'on se dit, c'est pas tellement intéressant, la caméra va se démoder, on pourra pas la changer, on va être pris qu'un vieux modèle. Mais quand ça nous coûte en bas de 1000 pour avoir un télescope complet, c'est peut-être un peu moins grave, même si la caméra va se démoder avec le temps, on peut quand même faire de quoi avec. Fait que, ben, je vais partager mon écran et puis on va mettre ça en avant. OK, c'est ça. Fait que j'ai appelé ça la suite, vu que l'année passée, j'avais donné des premières impressions, qu'est-ce que ça pouvait faire. Et c'est qu'est-ce que ça fait maintenant? J'ai aussi eu deux questions qui m'ont été posées par quelqu'un dernièrement que je vois qui est là. Euh, Ce télescope-là est connecté via une tablette ou un téléphone. On n'a pas besoin d'Internet parce que beaucoup de monde se pose la question. On n'a pas besoin d'Internet pour pouvoir se connecter. On peut aller dans le bois, loin de tout, et ça va fonctionner comme il faut. Parce que quand on se connecte, tantôt, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que l'écran a de l'air. On a un écran qui nous montre la météo qu'il fait actuellement, puis tout ça, qui nous est donné en même temps. Et c'est sûr que si on n'a pas d'Internet, on a un message d'erreur. Mais ça ne nous empêche pas de s'en servir. C'est juste que cette section-là ne fonctionnera pas. Et en même temps, la même personne me demandait, est-ce que ça pourrait être un bon télescope pour un club? Ben, premièrement,
je pense que tout le monde pourrait se connecter dessus, chacun à leur tour. Même, il y a un nouveau mode dernièrement qui a été rajouté où ce que 8 personnes peuvent se connecter en même temps. Il y a une personne qui va contrôler le télescope et les autres vont voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ça le rend quand même intéressant pour un petit groupe. Puis ça pourrait aussi assez facilement dire, ben, il y a quelqu'un parmi ceux-là qui va se connecter sur un gros écran, puis le restant du monde pourrait voir. Fait que ça pourrait effectivement être pratique pour un club, même pour faire une observation avec le public. Ça peut être intéressant aussi de pointer un objet relativement facile et de le voir apparaître rapidement sur écran et dire que ça, c'est en réel. C'est un nouveau genre de télescope. Les télescopes comme ça, automatisés, je crois que c'est quelque chose qui, dans l'avenir, va devenir beaucoup plus, on va les voir beaucoup plus à mesure qu'ils vont s'améliorer. C'est un petit peu une révolution comme le GoTo a fait il y a un certain nombre d'années. Je me souviens quand ça sortait, il y a du monde qui ont dit, bon, on ne trouve pas nos objets nous-mêmes, c'est le télescope qui les trouve à notre place. Mais là, ça va encore plus loin. C'est le télescope qui fait presque tout ce qu'on ce qu'on fait présentement. J'écoutais la première conférence ce matin où on décrivait un peu toutes les étapes. Ben, jusqu'à l'empilement, le télescope fait ça lui-même. Et il fait quand même très bien. Il s'occupe de prendre ses darks, il s'occupe de tout faire ses affaires. Il prend les photos et à mesure qu'il les prend, il les empile. Et on se ramasse avec un fichier tout empilé, tout fait. Et si le fichier est correct, on a juste à faire les prochaines étapes pour améliorer notre image. Fait qu'on le voit ici, 2 photos. Et pour montrer qu'est-ce que c'est qu'il y a sur le marché, ça, j'ai pris ça chez Astronomie Plus, mais les prix sont à peu près les mêmes un peu partout. Fait qu'on voit, est-ce que vous voyez le curseur de ma souris, est-ce qu'on le voit? Pas de réponse, j'espère que oui. Mais je vous montre les différents télescopes qu'on peut voir, puis on voit les prix aussi. Il y a la compagnie Unistellar qui a plusieurs modèles. Ici, on en voit un en bas ici aussi. On voit qu'ils sont quand même assez chers. Ces télescopes-là sont gros. C'est des télescopes, souvent des télescopes de 4 pouces. Et ça, ils ont l'avantage d'avoir plus de lumière, étant donné qu'ils sont plus gros. On a Célestron aussi qui vient d'en sortir un, qui est très gros aussi. Je pense, me demande si c'est pas plus grand encore que, que ceux-là, mais le prix est en conséquence. Fait que ces télescopes-là peuvent faire des photos quand même assez extraordinaires de façon seule. Le défaut de ces télescopes-là, c'est des télescopes Newton ou Newton-Cassegrain, je suis pas sûr. Il faut les aligner. Il faut qu'ils soient bien alignés. Et comme le tube est ouvert, il y a des possibilités qu'il y a des poussières qui se rendent sur le capteur. Fait que ça veut dire faut faire des flats, puis faut. Tandis que il y a 2 autres marques qui sont. Ben, il y a le Vespera ici, le Vespera qui vient de France. Lui, il est à peu près la même grosseur que le Seastar. C'est un. En fait, il a la même grosseur, il est peut-être de qualité un peu supérieure, mais de prix vraiment supérieur. Il y a celui-là ici qui est semblable. Puis il y en a un nouveau ici qui vient de sortir. Lui, il y a un plus gros capteur plus récent dedans, mais c'est le même diamètre. Et on a aussi une compagnie qui vend à quand même assez bon prix, qui s'appelle le Dwarf. Il y avait le Dwarf 2 qui se vendait depuis un certain temps, qui était beaucoup plus petit. C'est un diamètre de 25 mm, mais ça fait un très grand champ. Et lui, il avait un avantage qu'il y a 2 lentilles dessus, une lentille grand angle et la lentille du télescope elle-même. Fait que lui-même, ça veut dire que le grand champ permet de centrer ton objet. Puis il était fait aussi pour prendre des photos en plein jour, prendre des photos de paysage, puis tout ça. En fait, il était capable de suivre un objet. Mettons que tu photographies un animal au loin ou un oiseau au loin, bien, il était capable de le suivre grâce à cette caméra-là. Ils ont sorti un nouveau modèle avec un plus gros capteur qui s'appelle le Dwarf 3, qui se vend au même prix que le Dwarf 2 se vendait dans le temps, ou presque, là, le même prix, ce qui rend celui-là un petit peu obsolète.
moins intéressant. D'ailleurs, il ne se vend plus, là, justement à cause de ça, parce que lui, il est avantagé, il a un plus gros capteur dedans, puis un plus gros diamètre aussi, je pense. Je pense que c'est rendu 35 au lieu de 25. Et dernièrement, Zuo vient de sortir un nouveau C-Star. Il n'est pas encore sur le marché. On peut l'acheter, mais on va l'avoir seulement à la fin du mois de décembre ou début janvier. Il est plus petit, c'est un 30 mm. Mais il profite de tout ce que lui a et il y a quelques avantages dans le sens qu'il y a un capteur plus récent. Il est de la même grosseur, mais c'est la version plus récente du capteur, donc le capteur est meilleur. Ça va être bon pour des objets à grand champ qui ne rentraient pas dans celui-là. Et il va être encore plus portatif. Et ça peut faire un bon complément. Moi, je viens de m'en commander un. Ça veut dire même si on a celui-là. Et je crois que dans un futur, probablement qu'il va avoir une version, mais plus gros. Bon, si on résume le C-Star, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le capteur, c'est un 462, la même chose que la caméra Zuo 462. C'est le format HD, Full HD. Il y a une ouverture de 50 mm. Il est à f5, ce qui donne une focale de 250. Le défaut de tous ces télescopes-là, présentement, c'est qu'ils ont une seule focale. Fait qu'il y a un seul grossissement. Fait que si les objets sont trop petits, c'est pas intéressant. Si les objets sont trop gros, ils rentrent pas. Fait qu'on a toujours cet inconvénient-là un peu. Mais ils ont trouvé une solution pour les objets qui sont plus gros. Bon, c'est un triplet qu'il y a dedans. Le Vespera, lui, il y a un quadruplet dedans. Il coûte beaucoup plus cher, mais il y a un quadruplet, ça sera encore meilleur. Et il y a une mémoire interne de 64 GB pour pouvoir sauver nos photos, puis surtout sauver chacune des photos qu'on utilise. Fait que ça nous permet, si on veut, de les réempiler nous autres mêmes. Et pour communiquer, ben, il y a trois façons. Il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi, et puis, pour aller chercher nos fichiers, on peut utiliser le USB. Mais on peut aussi utiliser le Wi-Fi. Bon, ça ici, c'est deux exemples de l'interface. C'est l'interface sur une tablette ici que j'ai. C'est semblable sur un téléphone. Il faut dire que ce télescope-là, quand il a sorti, en fait, quand Zuo l'a conçu, il l'a pas conçu pour nous autres, les astronomes amateurs. Il l'avait fait pour du monde qui n'a jamais fait de la photo, qui voulait commencer à photographier le ciel. Donc, il avait tout mis ça facile, facile, mais les points qui nous autres nous intéressaient, bien, il n'en avait pas vraiment tenu compte parce qu'il ne pensait pas que les astronomes amateurs achèteraient ça. Et quand ils ont annoncé le produit, il y a plein d'astronomes amateurs qui ont communiqué avec eux autres pour demander est-ce que ça fait ça, est-ce que ça fait ça, est-ce que ça fait ça. Puis là, ils se sont fait bombarder de toutes sortes de demandes. Ils se sont vite rendus compte que leur clientèle était parmi les astronomes amateurs. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont modifié le télescope. Il était supposé sortir au mois de juin. Il est sorti juste au début de septembre parce qu'ils ont rajouté des affaires dedans pour satisfaire une partie des demandes des astronomes amateurs. Puis, le restant des demandes, c'était des demandes logicielles et ça sont faites durant l'année. Donc, durant toute l'année qui vient de passer, il y a eu des ajouts qui se sont faits. Fait que le programme s'est amélioré de beaucoup depuis qu'on l'a. En fait, même un ajout qui a été fait, ça a été de rajouter un filtre solaire. À l'origine, c'était pas prévu. Si on achète un Vespera, le filtre solaire vaut 200 $. Tandis que là, ben, maintenant, il est inclus. Fait que qu'est-ce que c'est que ça fait si on regarde? Bon, premièrement, une des affaires qui a été rajoutée, quand on se connecte, là, il voit le télescope, puis il marque que la batterie du télescope est à 98 %. Ça, c'est le numéro de série du télescope. Il y a possibilité de le renommer si on veut. On a ouvrir le télescope. Ça, c'est juste pour faire monter le télescope pour pouvoir mettre le filtre solaire. Parce qu'avant, on se mettait en mode solaire, puis là, ben, il fallait le lever manuellement, en fait, envoyer une commande de faire monter dans les airs, puis après ça, aller mettre notre filtre. Parce que là, on peut lui demander de l'ouvrir tout de suite, puis plus tard, on va lui demander de pointer le soleil, le filtre va déjà être dessus. Il y a trois modes maintenant. Il y a un mode paysage. On peut photographier des paysages au loin. Ça, je vais vous donner des exemples tantôt. C'est quand même une téléphoto assez forte.
Il y a le système solaire qui comprend le Soleil, la Lune et toutes les planètes, mais qui a une exposition qui est bonne pour les planètes. Ça, c'est encore une fois, c'est à la demande de bien des gens, les planètes, parce qu'à 250 mm de focale, les planètes sont extrêmement petites. C'est pas vraiment fait pour ça. Mais il va le faire pareil. Et puis, il y a l'observation du ciel. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est avec ça qu'on va observer tout ce qu'il y a dans le ciel. Puis ici, bon, ben, ça, j'en ai pas, mais on peut se mettre un album photo. On peut, il y a un logiciel d'empilement que j'ai pas essayé. Et puis ça ici, c'est important, des tutoriaux. C'est pour savoir un peu, quand on sait pas trop comment se débrouiller avec le télescope, il y a beaucoup d'aide. Ça ici, c'est la météo. Si vous êtes dans le bois, ben, il va y avoir une erreur comme quoi il n'y a pas d'Internet. Puis il y a des annonces ici de différentes activités qui sont possibles. C'est de la lecture. Fait qu'une fois que j'ai choisi observation du ciel, ben, il me suggère déjà des objets. En fait, dans le ciel profond, il me suggère aussi les planètes. Fait que j'ai juste à cliquer dessus, je tombe dans un menu, puis je peux me choisir des objets. Sinon, je peux passer, aller chercher mes objets manuellement, aller décider qu'est-ce que je veux. Fait que voici des exemples. Bon, le soleil, avec le filtre qui est fourni, ça donne que la journée que j'ai pris ça, il n'y avait pas trop d'affaires dans le ciel, je veux dire, sur le soleil. Le plus gros problème, c'est de le pointer. Parce que là, on est en plein jour, il y a une boussole dans le télescope, puis il se fie sur sa boussole et il essaye de trouver le soleil. Des fois, il le trouve, des fois, il le trouve pas. Des fois, on est même obligé d'y aller manuellement avec les flèches pour aller le pointer. Ça varie d'une fois à l'autre. Il y a possibilité, dans les paramètres, de calibrer la boussole. Des fois, ça aide beaucoup. Puis, il va le trouver. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de repères de jour, mais il réussit quand même à le faire. Il y a un mode pour la Lune. La Lune, c'est la même affaire. Il cherche avec la boussole. Mais une façon plus facile, c'est de pointer un autre objet avant pour pouvoir placer le télescope qui sache où ce qui est. Après ça, il demande la Lune. D'habitude, elle est plus facile de trouver. Et c'est le grossissement qui donne pour la Lune. On voit quand même assez de détails et même que les couleurs de la Lune sortent bien. Si on remarque ici, la mer de la Sérénité est brune, tandis que la mer de la Tranquillité est plus noire. Ça, c'est réel. Et les planètes, ben, j'ai fait quand même des expériences avec les planètes. Bon, ici, on a Jupiter qui a été pris dans le mode d'observation des étoiles, donc elle est surexposée. Et dans le mode planétaire, avec beaucoup de travail, j'ai quand même réussi à voir les anneaux, considérant qu'on a juste 250 mm de focale, je veux dire les bandes. Sur Saturne, il y a moyen d'avoir les anneaux, mais j'ai jamais été chercher. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher les lunes facilement. Ici, j'ai Saturne avec quelques lunes qui sont visibles, sont pas mal proches ici sur le bord. J'ai quand même été chercher 3 lunes d'Uranus. Ça, j'ai été surpris, je m'attendais jamais à ça. Ça, c'est quand même pas facile. J'ai été chercher une lune de Neptune, Triton. Et puis ici, on a l'astéroïde Vesta qui est quasiment surexposé sa photo. Fait que là, un des projets que j'ai pas fait encore, mais qui devrait être relativement facile, c'est parce que j'ai des arbres chez nous qui me bloquent, mais je vais aller chercher Pluton. La magnitude 14, lui, il se rend à peu près à magnitude entre 17 et 18 chez nous dans mon ciel pollué. Fait que je devrais être capable de chercher Pluton facilement. Pour les objets du ciel, ben, ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'il va nous donner à l'écran. À l'écran, on a un JPEG qui nous est offert avec un petit peu d'informations. C'est ça qu'on voit se faire à mesure que ça se fait. Fait que là, je crois que c'est 18 minutes. J'ai une photo de la nébuleuse d'Orion qui est ici. Et dans le télescope, il va y avoir un point fit qui va être sauvé qui est meilleur que ça. Et lui, il y a moyen d'aller le traiter dans des logiciels comme Cyril, PixInsight ou autres, là, pour pouvoir aller chercher le maximum. Fait que cette photo-là, en gardant juste ce qui est ici au centre, ben, j'ai obtenu ça. Fait que c'est quand même pour à peu près un quart d'heure, 20 minutes, je pense, si je ne me trompe pas, c'était pas loin de 20 minutes de pause totale. C'est toujours des 10 secondes. Il y a possibilité de faire des 20 et des 30 secondes avec.
c'est à la demande de certaines personnes qui ont rajouté ça. Le problème, c'est qu'avec des 20, des 30 secondes, ça arrive souvent que le télescope a bougé puis ils sont pas bons. Puis les résultats de ceux qui l'ont fait, que j'ai vus à date, ne sont pas tellement meilleurs. Peut-être quelqu'un dans un ciel très, très noir gagnerait quelque chose. Mais moi, en ville, des pauses de 10 secondes avant de les travailler sont quasiment lavées par la pollution lumineuse. Fait que ça donne rien de monter à 20 ou à 30, il va y avoir juste une image blanche. Mais, mais avec des 10 secondes, on obtient quand même ça, ce qui est quand même très, très acceptable. Ici, j'ai la nébuleuse de la bulle. J'ai pas les temps, là, mais c'est juste pour montrer qu'est-ce qu'on réussit à faire. C'est une photo qui a été travaillée, par contre. Elle était moins brillante que ça sur l'original. Ici, j'ai M13 avec la petite galaxie à côté. Ça, c'est des photos relativement courtes, là, 15 minutes à peu près. Puis on voit que les couleurs sortent bien si on regarde les couleurs des deux étoiles ici. La Dumbbell M27. Et ici, j'ai M78 dans Orion. Elle est quand même intéressante comme photo. Je l'ai travaillée beaucoup. Je la trouvais intéressante parce qu'on voit des nébuleuses obscures en plus des nébuleuses ici. Fait que ça fait un objet qui est assez gros, qui est justement, qui se prête très, très bien à ce télescope-là. La nébuleuse Pac-Man, elle, je l'ai travaillée un petit peu plus. Elle, j'étais dans Cyril, puis j'ai fait comme on a parlé ce matin. Là, j'avais enlevé les étoiles, puis la travaillé, puis je les ai remis après. Ça m'a permis de sortir ça ici. La nébuleuse d'Iris, qui elle aussi a des nébuleuses obscures autour. Et ici, j'ai NGC 7331 avec la quintette de Stéphane qui est ici. Fait que ça, fallait qu'il soit bien aligné. Vu qu'il est azimutal, puis tout ça, si c'est pas dans, là, c'était dans le bon sens, j'étais capable d'avoir les deux. Mais je peux pas tourner le capteur. Ça compliquerait pas mal. Le capteur, il est soudé sur une carte et tout ça. Fait que peut-être dans une version future, si un fond est plus gros, ils vont peut-être nous permettre de tourner le capteur, de le changer de direction. Ça permettrait justement de prendre des objets comme ça ici. Là, il était dans le bon sens, ça donnait bien. Fait que j'ai pu avoir les deux en même temps. Ici, j'ai Albireo. C'est juste pour montrer que s'il n'y a pas beaucoup de pauses là-dessus, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grains. C'est juste pour montrer que la limite de la définition, le grossissement qu'on a, les deux étoiles sont collées. On voit quand même les couleurs. Bon, maintenant, ils ont sorti parmi toutes les améliorations, il y a eu beaucoup d'améliorations de fait. Ça, c'est la dernière, la mosaïque, qui permet de faire plus que notre champ. Puis cette illustration-là montre le S50 et le nouveau S30. Fait que si on regarde, c'est la dernière fonction, c'est la fonction qui était très demandée par les astronomes amateurs, avoir un mode mosaïque. Mais le mode mosaïque, c'est de quoi de très difficile à programmer. Faut pas oublier qu'on marche en mode azimutal, donc il y a de la rotation de champ durant le temps qu'on est en train de poser. Si on pose pendant 1 heure de temps, le champ a tourné de beaucoup. Donc, ils doivent tenir compte de ça. Et de la façon que ça travaille, moi, je l'ai vu faire, là, j'en ai essayé 2. Et de la façon que ça travaille, il commence par photographier le milieu. Le milieu, il est ici. Puis après ça, il commence à prendre des photos un petit peu à côté, un petit peu à côté, un petit peu à côté. Puis il grossit jusqu'à temps que ça va remplir le champ ici. Fait que ça peut prendre quasiment 1 heure avant de remplir le champ. Là, il continue à reprendre deuxième, troisième, quatrième photo pour améliorer l'image. Donc, une mosaïque complète, il suggère pas loin de 3 heures de temps de pause pour pouvoir réussir une belle mosaïque. Fait que c'est quand même difficile, mais l'option, il est là. Avec le S30 là, qui s'en vient, ben, le champ est quand même plus grand. Il n'est pas aussi grand que qu'est-ce qu'on peut réussir avec une mosaïque, mais lui aussi, il y a un mode mosaïque qui nous en donne encore plus. Ben,
Par contre, il y a eu beaucoup d'autres améliorations. Un des premiers problèmes qu'on avait, c'est quand fallait que notre télescope soit de niveau. Quand on installait le télescope, il fallait qu'il soit de niveau. Il y a beaucoup de monde qui ont acheté une petite affaire avec des petits trous pour le mettre de niveau. Moi, j'en ai acheté une. Je m'en suis même jamais servi parce que ils ont trouvé une façon logicielle de le faire. C'est que le télescope, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tu lui donnes ton premier objet, il va pointer ton objet. Une fois qu'il l'a trouvé, là, il dit qu'il va faire la calibration horizontale. Là, il va à peu près 15 degrés à gauche, il regarde qu'est-ce qu'il y a là. Il va 15 degrés à droite, il regarde de nouveau qu'est-ce qu'il y a là. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu t'arranges pour que ça soit clair chaque bord de ton objet. Puis à l'aide de ça, ben, il se calibre. Après ça, il retourne sur ton objet. Après ça, il va faire ses darks qui va servir pour toute la session. Puis il va commencer à prendre des photos. C'est sa nouvelle. Fait que c'est un petit peu plus long à démarrer, mais on n'a plus besoin de le mettre de niveau. Le télescope peut être monté tout croche, ça va marcher quand même. Fait que ça, c'est un avantage. Il y a beaucoup de monde, malheureusement, sur Internet, qui n'aimait pas ça, il n'était pas content. Fait que là, il y a une option pour le désactiver si on ne veut pas le faire. Ils ont écouté tout le monde pareil, sauf que c'est marqué dans le menu. On ne le recommande pas de le désactiver, mais on peut le faire. C'est qu'il y a beaucoup d'autres améliorations de ce genre-là. Ils ont amélioré les noms de fichiers. Les noms de fichiers sont plus gros maintenant parce que c'est marqué le nombre de pauses dans le nom de fichier. On n'a plus besoin de le chercher. Donc, il y a des améliorations comme ça. Aussi, maintenant, dans le télescope, il sauve une image, un point fit, mais il va sauver aussi un JPEG à côté pour que si on n'a pas le logiciel directement à portée de main pour voir le point fit, on peut regarder le JPEG pour savoir qu'est-ce qu'il y a dessus. C'est des affaires comme ça. Il y a une autre affaire qu'ils ont faite, c'est que maintenant, quand on choisissait un objet, ils ont décidé ça il n'y a pas trop longtemps, on choisissait un objet, ils commençaient à photographier tout de suite. Mais des fois, tu choisis ton objet, puis tu veux peut-être recentrer ton objet ou tu veux peut-être décider, ah ben là, je vais refaire faire un foyer dessus avant ou quelque chose. Fait que ça faisait pas tellement l'affaire. Le monde a fait des commentaires. Maintenant, ils ont mis ça optionnel. Fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Fait qu'ils sont vraiment à notre écoute. OK. Fait que ça ici, c'est pour montrer un peu comment marche le mode mosaïque. En fait, ici, tu as ton capteur, ta galaxie d'Andromède qui est pas dans le bon sens. Fait qu'il y a deux affaires qu'on peut faire dans le mode mosaïque. On peut grossir le rectangle ici, le zoomer, autrement dit, pour prendre plus de champ, et on peut le tourner. Fait qu'ici, dans ce cas-là, en le tournant, puis en le grossissant un peu, on réussit à rentrer Andromède aussi. Là, le menu n'est pas là en bas pour nous le montrer, là, mais dans le menu en bas, il y avait un curseur pour le zoom, un curseur pour l'angle. Puis c'était marqué au-dessus le temps de pause recommandé. Fait que plus on en met, plus ça augmente. Pendant qu'on est là, ben, je peux regarder l'interface aussi. Il y a certaines affaires. Ici, tu as l'outil de recherche. Quelqu'un qui veut chercher ses objets lui-même, ben, on cherche là-dedans, on demande l'objet qu'on veut, puis il va nous donner une liste, puis on va le trouver. Il y a l'ajustement de la boussole, les coordonnées. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça fait. Je pense que ça fait juste afficher des coordonnées sur l'écran. Le terrain, ben, ça va nous montrer si on est en bas de l'horizon. Et puis, framing, ben, c'est le mode mosaïque. Parce que les autres, ils appellent ça un cadrage. C'est le cadrage qui se déplace, qui change. Ça, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un atlas. C'est pas une vraie photo, là. C'est l'atlas dans lequel on pointe nos objets avant d'y aller. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on fait go to, puis on y va. Fait que ça ici, c'est un exemple en mode mosaïque. Dans ce cas-là, j'avais des nuages qui s'en venaient, puis je savais que j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Fait que j'ai rajouté juste un peu de champ tout le tour. Fait que ça m'a donné la modouble de Percé, qui est très, très bien sorti. Puis j'ai un champ et une image, en fait, qui est plus grande que le capteur lui-même. Et puis j'en ai pris un autre ici de M35 avec NGC 2158 et on voit encore plus tout le tour.
Et là, je vais vous montrer le mode. C'est toujours amusant de l'utiliser. C'est le mode de jour, là. On peut pointer des objets de jour. Enfin, moi, j'étais dans le fond de ma cour, puis j'avais la tablette dans mes mains et je me suis photographié. C'est pris au travers de la fenêtre. Et puis cette photo-là, c'est quelqu'un qui est allé voir le lancement du Starship, puis qui avait pris le lancement avec son Seastar. Je vais te montrer que de jour, et on voit très, très bien, on l'a utilisé sur le bord du fleuve pour regarder des maisons, l'autre bord, et tout ça, et c'était, ou encore regarder le monde dans des bateaux qui passaient, là, et on voyait très, très bien dedans. Fait que là, je vous le montre ici comme ça. Puis, je vais essayer de vous faire une petite démo. On va essayer de se connecter et tout ça. Si jamais il y a des questions, je pourrais en prendre tout de suite. Fait que là, je vais aller chercher le télescope. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter le partage. Je vais le repartir après. Juste pour que vous voyez le télescope qui est ici. Fait que ça, c'est lui-même. Il est super léger, comme on voit. Il y a un petit trépied qui est fourni avec. C'est un trépied en fibre de carbone. Thomas, Thomas, on Oui, va arrêter un peu, il y a des questions. ouais, c'est ça, je pensais. Je vais prendre quelques questions, puis après ça, on va faire la démo. OK. Oui. Oui, j'ai vu des gens qui, de différentes manières, s'étaient fait imprimer des trucs pour pouvoir l'utiliser en mode équatorial. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de faire pour justement contrer la rotation de champ? Est-ce que c'est possible de modifier le Seastar pour le mettre en mode équatorial? Il y en a qui le font. C'est non recommandé par ZWO parce qu'on penche notre télescope et aussi, il faut penser que si on met notre télescope en mode équatorial, il va être débalancé sur le trépied et c'est déjà arrivé que quelqu'un, son trépied se débalance, puis le télescope tombe à terre. Fait que, il y a des précautions à prendre. Par contre, il y en a qui le font et ils ont des bons résultats. Fait que c'est pensable. Il y en a qui ont démonté, qui sont allés voir que ça a de l'air à l'intérieur et ils ont été surpris que même si les engrenages sont en plastique, c'est un plastique de haute qualité qui est quand même assez résistant. Mais c'est non recommandé de le faire. Moi, ce que j'ai l'intention de faire la moitié, c'est-à-dire pas l'envoyer sur l'étoile polaire, mais l'envoyer, juste le pencher un peu, de peut-être 10-15 degrés. À ce moment-là, c'est comme si je vivais dans le nord du Québec au lieu d'être ici. Il va avoir moins de rotation de champ. Parce que plus on est proche du pôle Nord, moins il y a de rotation de champ. Fait que même si je me rends pas, quelqu'un qui va le faire, là, lui, a un problème. Par contre, il peut pas prendre d'objet au sud de l'équateur. Parce que il joue un tour au télescope, dans le fond, en disant qu'il est au pôle Nord. Fait que c'est considéré qu'en bas de l'équateur, tu es en dessous de l'horizon. OK. J'ai une autre question ici. Oui, Oui, j'attends que Jasmin déborde mon micro, que Thomas m'entende. Je ne peux pas débarrer mon micro. OK. Moi, je l'ai, le Seastar, je l'ai mis en mode équatorial. oui, Ça fonctionne très bien. Cependant, depuis qu'on a le mode mosaïque, ça vient éliminer le besoin de le mettre en équatorial parce que la rotation de champ qui était problématique en haut à gauche et en bas à droite, ben lui, en prenant plusieurs images, il va venir reconstruire cette partie-là du champ. Alors, on peut quand même le faire. Comme tu dis, Thomas, ce n'est pas recommandé par la compagnie. Moi, j'ai fait 90 minutes sur Andromède, même avant la mosaïque, là. Et puis, ça donnait un résultat exceptionnel, mais au risque d'endommager les gears à l'intérieur. c'est ça. Ce qu'il faut penser aussi, oui, il doit y avoir une amélioration, puis là-dessus, tu vas peut-être pouvoir me répondre, c'est que le C-Star va manquer beaucoup de photos. Ça arrive souvent que les photos ne sont pas acceptées, soit parce qu'il y a un satellite qui passe, mais souvent aussi parce que le télescope est mal guidé, il voit des traînées, donc il élimine l'image. Fait qu'il y a un pourcentage qui est quand même assez élevé, et je crois qu'en mode équatorial, il est probablement plus faible. Est-ce que j'ai raison? Je ne peux pas dire, je n'ai pas remarqué, Thomas, je n'ai pas tenté de vérifier cet aspect-là. Ah, OK. OK. Fait que, Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui.
Il y a des questions en ligne, là, on va essayer de Ils sont dans le trouver ça. clavardage. OK. On peut peut-être en prendre quelques-unes, puis après ça, je vais faire une démo, une petite démo. Ouais, juste, juste un petit peu plus haut. Ah, OK. Correct. Ben, y a-tu d'autres choses? Oui, il y en a ça. Ben, il y a un commentaire ici. Le dwarf permet d'être en mode équatorial, pas de rotation de champ. Oui, le Dwarf offre ça. La seule affaire qu'il y a avec le Dwarf, c'est que le Dwarf 3 n'est pas sorti. Le Dwarf 2, ben, il y a eu des commentaires que souvent, il y avait les étoiles n'étaient pas belles et tout ça. Il y avait quand même moins de qualité ce côté-là. Le Dwarf 3, si on regarde juste les spécifications, il est très intéressant parce qu'il y a un capteur de plus haute définition. S'ils donnent ce qu'ils disent, Question. ça va peut-être être très intéressant. Puis, il fait le mode équatorial de base. C'est pas une question. As-tu une idée des performances sous les conditions hivernales, genre -5 à -10 Celsius? Entre -5 et -10, je l'ai utilisé, puis il marche comme d'habitude. C'est la limite officielle, c'est -10. OK. Mais je l'ai utilisé jusque-là sans problème. La seule affaire, c'est quand je le rentre, je mets un sac en plastique par-dessus pour éviter la condensation, que je le ferme de façon étanche, puis je le rentre comme ça en dedans pour éviter d'avoir des problèmes de condensation. Ça risque d'endommager l'électronique ou quelque chose éventuellement. Fait que c'est la seule précaution à prendre. En fait, ça vaut pour tous les appareils photo. C'est mieux de faire ça. Quand on rentre quelque chose puis il fait très froid, l'humidité à l'intérieur est toujours plus élevée qu'à l'extérieur, ça va condenser dessus. Fait que c'est de le fermer de façon hermétique jusqu'à temps qu'il prenne sa température. OK. Il y a d'autres questions en ligne, mais on va te laisser continuer à faire ta démonstration, là. OK. Fait que pour faire la démonstration, la première affaire que je vais faire, je vais allumer le télescope. Que je vais le faire pour que le monde le voit en même temps. Ça prend à peu près 30 secondes. Il faut que je pèse plus longtemps. Fait que là, le télescope s'allume. Puis quand il va être allumé, il va me le dire. Parce que ce télescope-là, il parle. Moi, je ne l'ai pas utilisé durant l'éclipse, mais durant l'éclipse, il donnait tous les temps. Il disait quand est-ce enlever ton filtre, puis il donnait toute cette information-là. Là, ça devrait être à la veille. Suspension, en attente de connexion. Bon, maintenant, je vais partir ma tablette. Ça va prendre juste quelques secondes. OK. Là, je vais repartager l'écran. Oups. Pourquoi c'est plus visible? C'est ça ici. OK. Ça, c'est suite à quelqu'un l'année passée qui m'a donné un truc. Il y a un programme qui s'appelle Let's View qui permet de partager un écran Droid. Fait que là, c'est ma tablette que vous voyez. Fait que là, je pars le programme de C-Star. Et, et il voit mon télescope en haut. Bon. Là, je ne peux pas le commander à partir de l'ordinateur. Il faut quand même que je le fasse à partir de la tablette. Malheureusement, c'est peut-être un des avantages qui serait bien le fun d'éventuellement pouvoir travailler à partir d'un ordinateur directement. OK. Fait que qu'est-ce que c'est qu'on a dessus? On voyait tantôt l'observation, c'est le ciel ici, système solaire, paysage. Si je vais dans le système solaire, je vais voir toutes mes planètes. J'ai juste à faire, tiens, puis il me donne tout s'ils sont visibles ou non présents. Là, on est en plein jour, là, fait que le soleil il est visible. Puis ils me disent où sont les autres, là. Les autres, la plupart sont pas visibles parce que bon, on est de jour de toute façon.
OK. Fait que je vais revenir en arrière. Et les autres affaires qu'ils donnent, bon, il y a un petit programme d'empilement que j'ai jamais testé pour empiler nos photos nous-mêmes, là, à partir de ceux qui sont dedans. Ça, je l'ai jamais testé. Et ici, ça, c'est très important, les tutoriaux, parce que ça peut dépanner. Et puis, comme je disais, il y a la météo ici, parce que je suis sur Internet. Je peux aussi ouvrir le télescope. Si je le fais, je ne sais pas si on le voit en arrière. Je ne me vois pas, là. Ben, je vais aller le chercher. Oh, ben non, vu que ça cache l'écran, ça ne donne pas grand-chose. Vous ne le voyez pas vraiment. OK. Fait que qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais aller dans Observation des étoiles. Là, il me donne le choix de certains objets. Je vais aller voir, il y en a plus. Fait que je peux me trouver des objets, je clique dessus, il va m'envoyer là. Ou si je préfère, je passe, puis j'y cherche moi-même. Fait que là, il me montre le ciel. Là, présentement, le télescope pointe par en bas, fait qu'il voit rien. J'aurais peut-être dû l'ouvrir parce que je voulais vous montrer quelque chose. Je vais revenir en arrière 2 secondes. Je vais revenir ici et je vais l'ouvrir. Puis on va retourner ici. Il y a de la lumière dans la pièce. Fait que vous allez voir, à mesure qu'il monte, bon, on voit qu'il y a de la lumière. C'est sûr, c'est pas au foyer parce qu'il est fait pour photographier à des distances élevées. Bon, je vais le mettre, je vais le tourner un petit peu. C'est un endroit qui est plus ou moins saturé. Montrer les options qu'il y a quand je suis dans ce mode-là, ben, je peux faire la mise au point. Là, je ne le ferai pas parce qu'il ne sera pas capable. Je peux ajuster certains paramètres. Puis, je peux mettre un filtre anti-pollution. Si je mets le filtre anti-pollution, là, j'ai mis le filtre. On voit que l'image est un petit peu plus foncée. En fait, si je le mettais un peu plus par ici, je réenlève mon filtre. On voit qu'il est quand même efficace. Ça dépend de ce qu'on pointe, là. C'est parce que là, j'ai de la lumière de dehors, mais quand c'est la lumière d'en dedans, là, le filtre, il en cache vraiment beaucoup. OK. Et puis, je peux aller en bas où il y a la grande ours. Je peux aller voir l'Atlas. Là, bien entendu, il est pointé sur le pôle sud. Fait que je pourrais demander un objet. Fait que là, je lui demande un objet, il me donne des choix ou moi, j'écris l'objet que je veux. Fait que là, il faut que je prenne un objet qui est au-dessus de l'horizon à cette heure-ci pour essayer, je sais qui serait au-dessus de l'horizon, qui serait pas couché. Je vais essayer M5, tiens. Je pense que c'est M5, ça. Non, c'est 57. Je sais pas si c'est au-dessus de l'horizon. Je vais l'essayer. Si c'est pas bon, je vais me le dire. Bon. Fait que M57. Là, je lui demande de le trouver. Fait que là, il m'envoie dans le ciel, puis il montre où ce qu'elle est. Fait que là, j'ai la possibilité, si je veux, de pointer d'autres choses. Si je veux y aller, je fais go to. Puis sinon, ben, je peux changer mon objet. Puis je dis, tiens, je vais prendre elle à la place ou je vais essayer d'avoir les deux sur la même photo, avoir. Et si je veux aller en mode, c'est peut-être pas le meilleur exemple, je peux dézoomer, par exemple, et je pourrais dire que j'ai Vega qui est ici. Fait que je peux choisir tout ce que je veux. Tiens, j'ai tout le ciel là, qui est. On va dire que je vais prendre, finalement, je vais prendre M13. Fait que si je me mets sur M13, je rezoome un peu. Je mets M13 ici, puis je vais avoir plus de champs autour. Ben là, à ce moment-là, je pèse sur Framing. Puis là, avec le curseur en bas, je peux décider de prendre plus grand. Et puis, je pourrais décider, par exemple, de changer l'angle. Il reste 5 minutes. OK. Fait que ça me donne
un peu qu'est-ce que c'est que je peux faire avec. Puis là, j'aurais juste à partir avec ça, prendre ma photo, puis j'aurais ce champ-là. Fait que ça me donne la possibilité carrément de la prendre dans l'autre sens si je veux, mais ça augmente mon temps de pause. Parce qu'il va falloir qu'il se promène pour réussir à le faire. OK? Fait que c'est un peu ce qui est comme ça que ça fonctionne. Là, j'aurais juste à faire un go-to, il aurait pointé dessus, trouver l'objet. Puis là, si je veux sortir de là, je pèse là-dessus. Puis pour fermer le télescope, je viens ici. Ici, j'ai toutes les options. Je vais te montrer rapidement, là. J'ai les options et un anti-buée qu'on peut mettre dessus, puis tout ça. Puis il y a des réglages avancés aussi. Puis pour l'éteindre, ben, c'est le bouton du bas, fait que c'est ça que je vais faire présentement. Fait que fait que là, je viens de fermer le télescope. OK. Fait que là, comme on a fait le tour, je vais arrêter le partage. Et puis, ben, je vais être bon pour prendre d'autres questions. OK, ben merci beaucoup, Thomas. On va passer aux questions maintenant. Alors, Oui. questions dans la salle? Tantôt, tu as dit que tu aimerais ça, que tu peux pouvoir le contrôler par l'ordinateur. C'est possible. Donc, sur Windows 11, toutes les applications Android peuvent être roulées de manière native. Je te laisserai chercher comment sur Google, mais c'est très facile à le faire. Sur Windows 10, tu peux aller chercher euh, bibliothèque Linux et installer BlueStack. Et avec BlueStack sur Windows 10, tu vas pouvoir aussi rouler les applications Android sur l'ordinateur directement et contrôler comme ça là, le système. Moi, je contrôle mon SIR comme ça à travers mon ordinateur. Ouais. Ce que j'ai su, c'est que ça ne fonctionnait pas avec BlueStack. Il y avait un problème. Parce qu'il y en a qui l'ont essayé. Comme entre autres, les Chromebooks, ça fonctionne pas non plus, même s'ils ont Android dessus. Ben, j'ai pas de C-Star, fait que j'ai pas pu tester, mais vu que ça marchait avec le SIR, je me suis dit que ça devrait marcher avec le C-Star aussi. Ouais. Et ce que j'ai vu, à moins que ça ait changé dernièrement sur les forums, il y en a qui ont essayé puis il y avait des problèmes. Parce que ça serait la meilleure solution. Parce que peut-être que Zwo va nous arriver avec quelque chose parce qu'il y a beaucoup de monde qui le demande, ça, de pouvoir le faire à partir d'un portatif. Oui, il y a une autre question dans la salle. Oui. Le mode mosaïque, de la manière que ça fonctionne, j'imagine qu'il y a des zones de l'image qui reçoivent plus de signal que d'autres. Ça ne doit pas être égal entre le centre et la bordure du champ élargi. C'est ce que je pense, moi aussi. Le centre doit en profiter pas mal plus. Parce que quand tu fais le tour, ben, tu accroches toujours le centre en même temps. Fait que le centre doit être plus exposé que les bords. Mais ça donne quand même des résultats surprenants à date de ce que j'ai vu. C'est peut-être moins évident. C'est sûr que c'est un objet important sur le bord. Là, ça va peut-être paraître plus qu'il n'y a eu moins. OK, on va passer aux questions en ligne. Donc, Oui. on a une question de Bernard Côté. Que pensez-vous de la politique de la FAQ qui interdit l'utilisation du Seastar ou des télescopes intelligents pour certains niveaux de programmes d'observation de la Fédération? Bon. Moi, personnellement, j'en ai fait plusieurs épinglettes, puis je vois pas l'avantage d'utiliser ça. Je, Ça enlève le plaisir de le faire. Puis la seule place où je verrais qu'on peut l'utiliser, c'est sur celui de l'astrophotographie. Mais en même temps, ben, on en fait plus ou moins quand on utilise ça, parce que c'est le télescope qui fait ça à notre place. C'est sûr que dans certains niveaux, si on veut vraiment avoir des belles photos, il va falloir les travailler, les photos. Fait qu'il y a quand même un côté mérite, ce côté-là. Mais là, ils permettent au premier niveau. Et on en parlait justement au club d'astronomie hier pour le niveau Lune. On suggérait pas de le faire parce qu'on passe à côté du plaisir d'observer différents objets sur la Lune. Là, on va prendre une photo de la Lune et on va tout pointer les objets dessus. Exactement, c'est notre opinion aussi, là. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Même jusqu'à un certain point, pour les objets messiers, même le go-to, jusqu'à un certain point, ça enlève une partie aussi. Tu les as vus, tes objets, mais tu les as pas trouvés.
Il y a une question de Mélanie. Bonjour, vous recommandez quel logiciel pour traiter les points FIT? OK, il y en a plusieurs. En fait, les logiciels, tant qu'à en apprendre un, moi, je dirais que c'est Cyril qui serait le meilleur parce que Cyril, il travaille très bien. Il y a des procédures qui sont bien expliquées dans des forums. Il y a des scripts qui ont été faits spécialement pour le C-Star parce que Cyril marche avec des scripts aussi. Là, si vous voulez faire votre alignement vous-même, réempiler les photos, ben, c'est un peu compliqué dans Cyril, mais il y a des scripts qui sont faits pour ça. Fait que c'est celui, puis il est gratuit. Ceux qui ont déjà PixInsight, ben, ils peuvent l'utiliser aussi. Lui aussi va tout faire. Mais c'est les deux logiciels qui travaillent le mieux pour réaméliorer nos photos après. Souvent, je me suis aperçu que s'il n'y a pas de problème, comme le problème le plus fréquent qu'on a, c'est un Starlink qui vient se glisser dans une des photos, puis qu'il l'a pas vu, la photo est restée dans l'empilement, puis il y a une ligne qui va rester peut-être plus pâle, mais qui va rester dans ta photo finale. Là, tu vas être obligé de tout réaligner en enlevant cette photo-là. Mais sinon, il fait un très, très bon travail pour aligner puis empiler. Ça vaut plus ou moins la peine de le refaire nous autres. On travaille plutôt à partir du fit final, là. Là, on peut vraiment l'améliorer, le rendre beaucoup plus contrasté, beaucoup plus défini, aller enlever le gradient, parce que par défaut, il n'est pas enlevé. Fait que c'est à nous autres à faire ça. Puis on peut sortir de quoi de très bien. Mais je vous suggère surtout Cyril. Et d'ailleurs, Cyril a une nouvelle version qui s'en vient, qui est annoncée. Et cette version-là va avoir beaucoup d'avantages. D'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'améliorations qui s'en viennent. Il va commencer à ressembler à PixInsight si ça continue. J'ai une question de Gilles ici. Il dit en mode visuel, est-ce qu'on a une assez bonne visualisation sur l'écran après, disons, une trentaine de secondes sur un objet standard ou facile, genre galaxie d'Andromède, nébuleuse d'Orion? Sur la nébuleuse d'Orion, c'est assez vite. Sur Andromède, un petit peu moins vite. Où on a une visualisation très, très rapide, c'est sur des amas globulaires, des amas ouverts. Mon premier objet, moi, que j'ai pris, c'était M15, parce qu'il était bien placé. Je le mets là-dessus, je pars ça. Les premiers 10 secondes qui est rentré, était tout résolu. C'était granuleux, mais tu voyais déjà. Fait que là, déjà, j'ai senti que c'était fort. Là, il arrivait à la prochaine 20 secondes, d'être encore plus belle. Fait que ça l'apparaît assez rapidement. Et pour Andromède, tu dis que ça prend combien de temps à peu près avant Ben, que ça... le centre va apparaître tout de suite, mais pour avoir le tour, ben, il faudrait laisser aller. Ça dépend du ciel aussi. Moi, je parle d'un ciel pollué comme j'ai ici en ville, là. Ça prend environ 15 minutes avant de dire qu'on la voit pas pire. 15 minutes de temps de pause, ce qui est quand même pas pire. Puis si on OK. laisse aller plus longtemps, ça va être encore mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il n'y a pas d'autres questions? OK, ben merci beaucoup, Thomas. C'était, je pense que Ouais. ça a Moi, allumé. j'aurais une question rapide. Ah oui, Je ne sais pas s'il y a moyen de le savoir. J'aimerais savoir combien de personnes ont un sister. Ah, bonne question. Dans la salle, ils ont juste à lever la main, fait que ça, on le verrait assez rapidement. Donc, on en a 3 dans la salle ici, en OK. ligne. En En ligne, ligne, c'est ça. Levez vos mains en ligne. Au moins 2. Il y en a au moins 2, là. 5 sur 50, à peu près 10 ouais, il y en a un autre, là, je sais qu'il y en a un, puis il n'a pas levé la main. Oups, il y en a un qui a baissé la main. Fait juste dans notre club d'astronomie, on n'a pas loin de 10. Ah oui. René Germain en a un. Il y a 5 personnes dans le club qui en a un à Sherbrooke. Bernard Côté. Puis Régent, j'ai un sister dans mon club environ 10. Je ne sais pas il est de quel club, quand même. Il y en a 9 à Laval. 9 à Laval, bon. Puis, puis parmi ceux qui en ont, je sais qu'il y en a qui sont super équipés. Mais qui ont ça en plus, ça permet de profiter des moments où ce qui fait pas clair longtemps, où ce que tu n'as pas le temps de sortir ton stock pour observer, puis un beau ciel. Fait que ça te permet de sortir une demi-heure, sortir le Sister, ou qu'ils prennent des photos pendant que tu es prêt à faire d'autres choses. À l'attaque,
sais pas, mais peut-être que bientôt on va en avoir un. Quand même. Ouais. OK, bon, ben ça fait plaisir de vous parler de ça. Puis on va suivre l'avenir. Là, le petit qui va sortir, ça peut être assez intéressant aussi parce que lui, tu mets ça dans un pack-sac, tu t'en vas avec. C'est tellement, il va être tellement petit, le 30 là, que ça va permettre de faire des affaires aussi assez intéressantes. Ça va nous enlever tous les petits objets, par contre, les petites galaxies, puis les petites nébuleuses planétaires, là, ça va être trop petit, mais il faut prendre des objets plus gros, ça risque d'être le fun. En fait, moi, j'appelle ça mes jumelles électroniques. Oui. Ouais. Donc, je vois qu'il y a Serge Bergeron. Est-ce que c'est pour poser une question? OK. Ben, c'est ça. OK. Donc, Ici. non, c'est juste une remarque, là. Il y a plusieurs remarques dans les commentaires. Alors, ben, merci beaucoup, Thomas. Je pense que il y a plusieurs personnes qui ont apprécié la présentation. Ça l'a informé. Alors, merci beaucoup. OK, ça fait plaisir.